Cet épisode a été réalisé avec le concours de l'ECPAD. S'il y a bien un conflit qui marque encore au fer rouge l'actualité, c'est bien celui de la guerre d'Algérie. Une guerre de décolonisation dont les ressorts sont parfois flous et complexes pour la plupart d'entre nous. Et pour cause, on peine encore à en parler, parce que d'un côté ou de l'autre, on a vu nos familles en souffrir. Pour tenter de comprendre tout ça, j'ai déjà réalisé 2 épisodes sur la conquête de l'Algérie par les Français et sur l'Algérie française. Je vous mets tout ça en description, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la conquête est violente. Elle marque fortement les populations autochtones qui payent un lourd tribut. À la suite de ça, le système colonial est lui aussi sévère et inégalitaire afin de maintenir l'Algérie sous la domination de l'Empire français. Il y a des inégalités flagrantes, des différences culturelles, religieuses, économiques et sociales très fortes, et en plus, la conquête n'a jamais été entièrement achevée. Alors oui, la première guerre d'Algérie s'arrête avec la chute d'Abdelkader en 1858. Oui, la seconde guerre d'Algérie, celle de l'indépendance, débute officiellement en 1954. Mais entre les deux, il n'y a pas du tout eu un siècle de calme et de paix. Il y a eu plein d'incidents, sans compter la grande révolte des Kabyles de 1871, puis les combats de 39-45, les massacres de 1945, puis les mouvements indépendantistes en 46 et en 47. Alors du coup, quand est-ce que la décolonisation a vraiment commencé pour de bon ? Combien de temps a-t-il fallu pour que l'Algérie soit vraiment décolonisée ? Qui s'est battu pour ou contre l'indépendance et quels ont été les effets du conflit? Alors calmos et confiance, vous allez tout savoir dans ce 3e et dernier épisode, et promis, il n'y aura pas de polémique, pas de conflit d'intérêts, on travaille 100% avec des pros de la question qui sont d'ailleurs relus par d'autres spécialistes, on recoupe les sources et surtout on garde un max de calme et de recul. Bien sûr, je compte sur vous pour faire exactement la même chose dans l'espace commentaire en restant respectueux et zen, je vous remercie. Face à la situation coloniale, la 4ème République est pleine de contradictions. D'un côté, on va proclamer l'égalité de tous. Mais de l'autre, on ne l'applique pas en matière électorale, car les colonies comptent beaucoup de non-citoyens ou de citoyens diminués. Mais ça n'empêche pas les Algériens de s'engager sur le plan partisan. En 1937 est fondé le PPA, le Parti du peuple algérien. Son dirigeant, Messali Hadj, est un pionnier du nationalisme révolutionnaire et une figure très charismatique. Sauf qu'il finit régulièrement arrêté, emprisonné ou déplacé d'une résidence surveillée à l'autre. Mais en 1945, c'est la fête. On célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale et on organise des défilés partout en France et dans les colonies. Tout se passe bien, à part dans la région de Constantine, en Algérie. En effet, des membres du PPA ont profité du défilé pour faire entendre leur voix. Mais ces manifestations pacifiques tournent à la violence policière, puis à l'émeute. La répression est si violente qu'elle dure 7 semaines et fait des dizaines de milliers de victimes. Pour certains, cette terrible tragédie constitue les prémices de l'insurrection à venir. Le PPA doit disparaître et les indépendantistes optent pour une double stratégie, une façade légale d'un côté et une organisation plus secrète de l'autre. Pour la façade légale, le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, est fondé en 1946. Plusieurs de ses représentants, comme Ahmed Mezerna, sont envoyés à l'Assemblée nationale. L'idée d'une Algérie autonome existe donc sur le plan politique, mais aussi dans le monde culturel. L'association des oulémas musulmans algériens défend la langue arabe et l'autonomie du culte. Les clubs sportifs arborent les symboles d'une identité nationale spécifique. Les écrivains algériens d'expression française, comme Mouloud Feraoun, Mohamed Dib ou Mouloud Mameri, expriment chacun à leur façon les aspirations d'un peuple en quête de liberté. Mais en parallèle de tout ça, il y a aussi l'OS, l'organisation spéciale. Fondée en secret en 1947, elle est censée préparer un soulèvement paramilitaire. Sauf que l'OS est démantelée par la police dès mars 1950. Si l'idée est retardée, elle reste bien ancrée dans les esprits, d'autant que ça bouge chez les voisins. En Tunisie, la lutte armée commence dès janvier 1952. Et au Maroc, la révolution du roi et du peuple éclate en août 1953. Et pourtant, même avec tout ça, on considère souvent que 1954, c'est le début de la vraie guerre d'Algérie. Parce que cette année, elle marque tout simplement un tournant majeur, pas seulement en Afrique, mais dans tout l'empire colonial. Entre mai et juillet 1954, la France est vaincue en Indochine et reconnaît l'indépendance du Cambodge, du Laos et du Vietnam.
Et si ça vous intéresse, on a fait une série de 3 épisodes sur cette ancienne colonie, je vous la recommande et je vous la mets en description. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Gagner est réellement possible. Le MTLD réagit dès le 29 mai dans son journal L'Algérie libre. Ils disent, je cite, « Les combattants qui avaient libéré Dien Bien Phu rappellent ceux de l'émir Abdelkader ». Sauf que depuis quelques mois, le MTLD traverse aussi une crise sans précédent. Jusque-là, 2 groupes s'opposaient pour son contrôle. D'un côté, une minorité de centralistes qui défendent le comité central du parti. De l'autre, les messalistes, les partisans de Messali Hadj, sont une majorité. Le leader en exil fait presque l'objet d'un culte de la personnalité selon ses détracteurs. Mais les exemples du Maroc, de la Tunisie et de l'Indochine font soudain apparaître une 3e tendance. Ce sont les anciens de l'OS qui reviennent, bien décidés à mettre le feu aux poudres. Dans la nuit du 1er novembre, ils déclenchent une série de 70 attaques surprises. Ces attentats font des dégâts matériels, comme par exemple dans le département d'Oran, où 2 fermes sont attaquées à Hadjadj. Dans celui d'Alger, l'usine Cellunaf est incendiée. Dans celui de Constantine, la gendarmerie de Tokout est prise d'assaut. Avec 8 morts et 40 blessés, l'impact psychologique est considérable. D'autant que 2 nouveaux sigles inconnus apparaissent cette nuit-là. Le FLN, le Front de Libération Nationale, et l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Fondés en secret, le FLN et l'ALN semblent popper de nulle part. On ne sait pas qui lance cette lutte armée. On l'imagine, du coup, les différentes populations algériennes sont marquées. Certains soutiennent, d'autres condamnent. En tout cas, les morts de la nuit du 1er novembre sont largement exploités pour discréditer l'action des indépendantistes. Le 2 novembre, le journal colonialiste L'Écho d'Alger préconise d'agir vite et fort contre cette sanglante provocation. Le même jour, le quotidien anticolonialiste Alger républicain appelle à chercher une solution démocratique et à chasser les sirènes qui hurlent aux représailles racistes. Après tout, on vient bien de reconnaître l'autonomie interne du protectorat de Tunisie. Mais dans le cas de l'Algérie, les autorités françaises choisissent une voie bien plus radicale, celle de la fermeté et de la répression. Le 5 novembre, le MTLD est dissous par le président du Conseil, Pierre Mendès France, et par son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Pour ce dernier, en ce qui concerne les 3 départements français d'Algérie, la seule négociation, c'est la guerre. Le 7 novembre, il précise encore sa pensée dans une allocution radio. Il dit, je cite, « L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. » Le lendemain, depuis sa résidence surveillée en France, Messali Hadj lui réplique et dénonce la répression. Mais plusieurs centaines de militants, élus ou cadres du mouvement indépendantiste sont arrêtés et torturés par la police, à l'instar de Moulay Merba. À la toute fin de l'année, plusieurs opérations militaires sont déployées à grande échelle pour rassurer à la fois la minorité européenne et les musulmans loyalistes. Le 19 décembre, l'opération Verveine cible le Djebel Ouenza car c'est un des foyers du soulèvement placé sous l'autorité de Mostefa Ben Boulaïd, membre fondateur du FLN. Le 22 décembre, l'opération Orange Amer, organisée par les autorités coloniales, aboutit à des dizaines de perquisitions, d'arrestations et d'inculpations dans les milieux indépendantistes. Le 23 décembre, l'opération Violette déferle sur les Djebel Tiza et Fouchi pour un bilan plutôt mitigé rapporté aux milliers de combattants mobilisés. Le 27 décembre, l'opération Aloès frappe la Grande Kabylie, un autre bastion de l'insurrection commandé par Belkacem Krim depuis 1947. Et ça, en faisant usage du napalm. Donc ouais, jusqu'au bout, l'année 1954 aura été sanglante. C'est le début de la guerre d'Algérie. Dans un premier temps, toutes ces opérations déstabilisent sérieusement les partisans algériens. Sauf qu'au même moment, il y a aussi des militants qui vivent bien plus loin, en France. 210 000 immigrés algériens sont établis, pour la plupart, dans les régions industrielles. Et tout un microcosme de libertaires, de trotskistes, de socialistes de gauche, de syndicalistes révolutionnaires et de chrétiens progressistes les fréquentent. Le 1er mai 1955, ils sont des milliers à participer aux manifestations. La majorité reste fidèle à Messali Hadj, il brandit son portrait et réclame sa libération. Sauf que Ramdan Aban, qui est à la tête du FLN en Algérie, voit les choses très différemment. Il revendique le monopole de la représentation du peuple. Il veut faire oublier Messali ou tout autre mouvement indépendantiste. Seul le FLN doit exister. Seul le FLN doit poursuivre la lutte.
Cet antagonisme s'exprime d'abord par des tracts injurieux, puis des assassinats dans les villes et des affrontements dans les maquis. Les indépendantistes se tuent entre eux. Cette montée aux extrêmes accompagne le durcissement général du conflit. Le 3 avril 1955, l'état d'urgence est déclaré, donnant les mains libres aux forces de l'ordre, sans pour autant reconnaître qu'il s'agit d'une guerre à part entière. C'est juste une urgence, une crise, quoi. Le 20 août, le FLN contre-attaque. Youssef Zigoud lance une offensive dans près de 30 localités du nord constantinois. L'émeute vise d'abord des lieux emblématiques de la colonisation. Mais à El Alia et Ain Abid, elle tourne au massacre et provoque la mort de 123 personnes, en majorité des civils européens. La répression, qui s'apparente à une véritable chasse à l'arabe, fait environ 7500 morts parmi la population musulmane. Ça aussi, c'est un tournant majeur dans le conflit, parce qu'avec autant de morts civiles, le fossé se creuse entre les communautés. De chaque côté, on a pas mal de conciliateurs et de modérés qui vont durcir leur position. Par exemple, suite à ces massacres, est créée l'ORAF, l'Organisation de la Résistance de l'Afrique française. Ces anti-indépendantistes se définissent comme des contre-terroristes et vont utiliser les mêmes méthodes que leurs adversaires. Il y a donc, en plus de la guerre visible, une guerre secrète qui se déroule pendant des années. Cependant, le 2 janvier 1956, le Front républicain gagne aux élections législatives et Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, devient président du Conseil. Comme ministre résident en Algérie, il nomme le général Georges Catroux. Ce dernier est un modéré, tant sur la question du Maroc que celle du code de l'indigénat, qui pendant longtemps séparait les populations en groupes distincts. Les plus optimistes continuent donc de croire au retour de la paix en Algérie. Mollet se rend à Alger le 6 février, mais son arrivée est perturbée par des Européens ultras qui pensent que Georges Catroux signerait la fin de l'Algérie française. Il lui lance des projectiles, parmi lesquels des boulons, des pierres, mais aussi des tomates en quantité. Mollet cède, Catroux démissionne et Robert Lacoste prend sa place. Le 28 février, Guy Mollet lance un appel au cessez-le-feu. Il veut la pacification du pays pour ensuite organiser des élections sous 3 mois. Le but, créer une communauté franco-musulmane libre et fraternelle. Le 12 mars, l'Assemblée nationale lui accorde des pouvoirs spéciaux. Pendant ce temps, le monde continue de tourner et surtout d'ouvrir les yeux. Les problèmes en Algérie font pas mal parler la presse étrangère et le FLN a d'ailleurs une stratégie de revendication sur la scène internationale. Le Caire constitue déjà un des centres névralgiques de la révolution algérienne, car dès le début des années 50, pour échapper à la répression coloniale, plusieurs dirigeants du FLN se sont établis en Égypte, comme Hosni Ahmed, Ahmed Ben Bella et Mohamed Kider. La délégation extérieure du FLN livre un important travail diplomatique en participant notamment à la conférence de Bandung qui réunit 29 délégations d'Afrique et d'Asie en avril 1955. En septembre de la même année, la question algérienne est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies, malgré les protestations d'Antoine Pinay, le ministre des Affaires étrangères français. Mais tous ces échanges n'empêchent pas la violence à l'intérieur des frontières algériennes. Le 19 juin 1956, quand les condamnés à mort Ahmed Zabana et Abdelkader Ferraj sont exécutés, Ramdan Aban, toujours à la tête du FLN, réplique. Il dit, je cite, « Pour chaque maquisard guillotiné, 100 Français seront abattus sans distinction ». Le FLN lance une première vague de 72 attentats qui fait 49 victimes jusqu'à la fin du mois de juin, suivi d'un mitraillage à Bab el-Oued le 19 juillet. Le résultat sera d'1 mort et de 3 blessés, tous des civils européens. Le 10 août, en représailles, l'ORAF, l'Organisation de résistance de l'Afrique française, fait exploser une charge de plastique dans la Casbah d'Alger. Les victimes sont nombreuses, montant peut-être à 70 morts et à une centaine de blessés. De leur côté, les dirigeants algérois du FLN mettent en place un réseau bombe afin de semer la terreur parmi la population européenne. Le 30 septembre, c'est l'attentat du Milk Bar, un glacier pourtant fréquenté par des femmes et des enfants. La bombe a été déposée par une jeune femme, Zora Drif. En janvier 1957, les différents mouvements indépendantistes appellent à la grève générale afin d'influencer la discussion de la question algérienne aux Nations Unies. Mais le mouvement insurrectionnel est brisé par les troupes du général Jacques Massu. Pendant plusieurs mois, les parachutistes procèdent à des arrestations, à des tortures, à des viols et à des exécutions extrajudiciaires en vue de démanteler les réseaux nationalistes.
Dans le même temps, le capitaine Paul-Alain Léger mène l'opération KJ-27. L'idée est d'intoxiquer les maquis de la Wilaya 3 en Kabylie en faisant croire qu'ils ont des traîtres dans leur rang. On dit alors que les patriotes sont atteints de bleuite. Ils se tuent entre eux par milliers, croyant abattre des collaborateurs de la France. Parallèlement à ça, pour affirmer son autorité sur la plupart des maquis, le FLN non plus n'hésite pas à recourir à la violence, comme l'illustrent les 301 victimes du massacre de Melouza Beni Ilman dans la nuit du 28 au 29 mai. L'étau se resserre sur les insurgés. Le ministre de la Défense, André Maurice, ordonne la réalisation de barrages frontaliers pour empêcher tout transit d'armes ou de combattants en provenance du Maroc et de la Tunisie. En plus, leur dispositif de pacification s'appuie sur des dizaines de milliers de supplétifs autochtones, les fameux harkis, dont les effectifs ne cessent de croître durant le conflit. Mais malheureusement, la violence appelle toujours la violence et il y a toujours plus de victimes dans les deux camps. En mai 1958, on a donc une crise ministérielle assez grave. Robert Lacoste rentre en France, ce qui veut dire que le gouvernement n'a plus aucun représentant officiel en Algérie. Alors, l'armée prend le pouvoir. Le général Massu monte un comité de salut public qui va gérer tout le pays tant que dure la crise à Paris. Le 15 mai, ce comité en appelle à Charles de Gaulle, persuadé qu'il pourra résoudre la crise et préserver l'Algérie française. Le vieux héros de la Seconde Guerre mondiale est perçu comme le dernier recours. Le 1er juin 1958, il est investi comme président du Conseil. Et aussitôt, il part pour l'Algérie. À Alger, le 4, il lance un « Je vous ai compris ». À Beaune, le 5, il dit, je cite, « Algériens, venez à la France ». Et à Mostaganem, le 6, il dira « Vive l'Algérie française ». Le 28 septembre, une nouvelle constitution adoptée par référendum institue la 5e République, ce qui renforce encore la figure du général de Gaulle. Le 3 octobre, il annonce son plan de Constantine. Toute une série de réformes économiques et sociales pour l'Algérie, notamment par redistribution des terres et la création d'emplois et de logements. Le 23 octobre, il propose même la paix des braves, déclarant que ceux qui ont ouvert le feu le cessent et qu'ils retournent, sans humiliation, à leur famille et à leur travail. Bref, c'est une offre de reddition et d'amnistie. Sauf que presque pile un mois avant, le 19 septembre 1958, le FLN a fondé le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. À sa tête est placé Ferhat Abbas. Et c'est une distinction qui pèse lourd. On parle plus de FLN, d'ALN, de front, ni d'armée, ni de parti, mais bien de gouvernement, qui s'affirme comme légitime. Le GPRA rejette donc l'offre de De Gaulle. Ce dernier devient justement président de la République le 8 janvier 1959. Le 16 septembre, dans une allocution télévisée, il veut donner une nouvelle impulsion à sa politique algérienne et il lance le principe de l'autodétermination. Ce qu'il propose, c'est tout simplement 3 pistes. Premièrement, la sécession. On se sépare, l'Algérie devient indépendante et on n'en parle plus. Deuxième solution, la francisation complète. C'est-à-dire que tous, depuis Dunkerque jusqu'à Tamanrasset, deviendraient des citoyens égaux à part entière. Troisième solution, le gouvernement des Algériens par les Algériens, mais appuyé sur l'aide de la France. C'est un divorce entre les Français de métropole et les Français d'Algérie. Ce sont ces derniers qui en ont appelé à De Gaulle, et quelque part, ce sont les événements d'Algérie qui ont indirectement provoqué la naissance de la 5e République. Pourtant, par son ouverture et sa triple proposition, De Gaulle ne semble pas autant déterminé que ça. Alors le ministre des Finances Antoine Pinay démissionne. Le général Massu, lui, exprime son mécontentement et on le mute en métropole. Ceux-là même qui en avaient appelé à De Gaulle se sentant trahis, lancent fin janvier 1960 une insurrection à Alger. C'est la semaine des barricades. Plus tard, ils appellent à la grève générale. En réaction, la majorité musulmane manifeste elle aussi le 11 décembre par dizaines de milliers à Alger, à Oran, à Constantine ou Blida, au cri de l'Algérie algérienne ou encore « Vive l'indépendance » en brandissant des drapeaux verts, blancs, rouges. Mais finalement, le délai s'est écoulé et le référendum promis a bel et bien lieu le 8 janvier 1961. L'autodétermination de l'Algérie est très largement approuvée à 75%. Sauf que c'est la première étape. Maintenant qu'elle est libre de s'autodéterminer, va falloir du temps pour que l'Algérie décide si elle prend son indépendance ou non. Et pendant tout ce temps-là, les affrontements vont se poursuivre, ce qui est assez absurde.
Certains civils opposés à l'indépendance, comme Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Suzini, s'exilent à Madrid pour fonder l'OAS, l'Organisation armée secrète. C'est un peu la descendante de l'ORAF, l'Organisation de résistance de l'Afrique française. Des militaires aussi se rebellent. Le 22 avril, les généraux Maurice Challe, Edmond Jouot, Raoul Salan et André Zeller prennent le contrôle d'Alger. Une tentative de putsch qui est un échec, mais qui permet à l'OAS, revenu d'Espagne, de s'implanter en Algérie et d'y mener son action meurtrière. Et le conflit se déroule aussi en France. Le 17 octobre, le FLN organise une manifestation pacifique à Paris pour dénoncer le couvre-feu et les mesures discriminatoires qui touchent les travailleurs algériens. La police parisienne, placée sous l'autorité du préfet Maurice Papon, se livre à un véritable massacre d'État avec plus d'une centaine de victimes. Le 8 février 1962, la gauche française manifeste contre l'OAS. Mais dans ce climat tendu, la répression est à nouveau violente et 9 militants trouvent la mort. Le 7 mars, un dernier cycle de négociations s'ouvre à Évian et aboutit le 18 mars sur la signature d'accords par Louis Jox, ministre des Affaires algérienne, et Belkacem Krim, le chef de la délégation algérienne. C'est la seconde étape. Là, ça y est, le cessez-le-feu est proclamé, il n'y a plus d'affrontements entre les armées, mais c'est toujours pas fini, parce que les civils, les clandestins et les militants, eux, ils continuent leur guerre secrète. L'OAS choisit d'intensifier sa politique de la terre brûlée avec la destruction d'édifices publics et des attentats ciblant la population musulmane, comme celui du 2 mai qui vise les travailleurs du port d'Alger. Le 1er juillet, le référendum sur l'indépendance algérienne est lui aussi approuvé, mais encore plus largement par la population. C'est oui qui l'emporte à 99%. 2 jours plus tard, les autorités françaises transfèrent donc leurs prérogatives à l'exécutif provisoire présidé par Abdelrahman Farès. C'est la 3e et dernière étape. L'indépendance est fêtée dans l'euphorie le 5 juillet. C'est un clin d'œil de l'histoire. En 1830, c'était aussi le 5 juillet que le Dey d'Alger avait capitulé, ouvrant la voie à 132 ans de colonisation. Mais cette joie est de courte durée, car différentes factions s'affrontent dans une course au pouvoir. 7 ans, ça suffit, clame alors le peuple algérien. Lui qui a trop souffert de la guerre coloniale ne veut pas subir un nouveau conflit fratricide. Alors, le 15 septembre 1963, Ahmed Ben Bella devient le premier président de la République algérienne démocratique et populaire. Et il n'aura pas la vie facile, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit dans une Algérie libérée du joug colonial, et va y avoir des contestations, des manifestations, des coups d'État. Bref, tout ça c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une prochaine fois. Je tiens à remercier tout spécialement le CPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui nous a fourni des images d'archives pour cet épisode sur la guerre d'Algérie. Le CPAD conserve des fonds exceptionnels sur tous les conflits dans lesquels l'armée française a été engagée depuis 1915. Ça fait quand même 15 millions de photos et 100 000 heures de films qui sont conservés au fort d'Ivry-sur-Seine. Le but de tout ça, c'est de rendre accessibles ces archives, et donc vous pouvez retrouver une partie de ces images directement sur le site Images Défense. C'est plein de ressources passionnantes, et si vous y faites un tour via le lien en description, c'est aussi une façon de leur dire merci. Merci en tout cas à Nedjib Sidi Moussa d'avoir écrit cet épisode, de nous avoir expliqué comment l'Algérie s'est décolonisée. Merci également à tous ceux qui ont pu relire attentivement ce script et toute la série. Perso, je suis assez fier d'avoir pu faire 3 épisodes vraiment complets avec de bons spécialistes sur la question. Et désormais, vous savez peut-être pas tout de A à Z, mais au moins vous savez l'essentiel, à savoir pourquoi on a conquis l'Algérie à l'époque, comment elle a été maintenue dans l'ensemble colonial français, et enfin, de quelle façon elle s'est décolonisée. Un grand merci encore à vous tous d'avoir suivi cette grande aventure, merci également de la partager, d'en parler autour de vous, et pourquoi pas de mettre un petit commentaire si vous avez d'autres idées de grandes questions historiques à traiter. On se retrouve très bientôt sur la chaîne, salut!